Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. Bonjour aux élèves de 5e également qui vont regarder cette vidéo. Voici la deuxième partie de notre chapitre sur l'affirmation de l'État monarchique en France. Alors avant toute chose, je vous conseille très fortement de regarder la première partie de cette vidéo que j'ai mis en ligne déjà il y a quelques jours, puisque sinon il va y avoir vraiment des choses que vous n'allez pas tout à fait comprendre dans tout ce que je vais exposer aujourd'hui. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la façon dont les rois de France vont, au fur et à mesure des générations, renforcer leur pouvoir et passer de rois qui sont relativement faibles à des rois qui vont contrôler vraiment tout un royaume, tout un territoire. Alors pour cette vidéo, je vais manquer un petit peu de matériel. Bon, il faut dire que le matériel utilisé dans les précédentes vidéos était de grande qualité. Donc là, pour incarner le roi, j'ai pas vraiment trouvé de couronne, hein, c'est pas la période de l'épiphanie. Donc on va dire que ce câble, hein, voilà, fera office de couronne. Voilà, donc quand vous me verrez comme ça, hein, pas mal, et ben je représenterai le roi. Voilà, bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Le roi. Alors une des premières dynasties, hein, une des premières familles de rois au Moyen-Âge, c'est celle des Capétiens. Les Capétiens donc, tirent leur nom d'Hugues Capet, qui était le premier roi de France issu de cette dynastie, qui prend le pouvoir en 987. Alors, Hugues Capet, qu'est-ce que c'est? Donc Hugues Capet, c'est un seigneur. D'ailleurs, il portait le titre de duc avant de devenir roi. C'est un seigneur qui se fait élire par d'autres grands seigneurs, roi de France. Il bénéficie également du soutien assez important de l'Église, hein, Hugues Capet, puisque c'est notamment grâce à l'archevêque de Reims, un certain Adalbéron, qu'Hugues Capet remporte les suffrages face à ses autres concurrents. Donc vous avez compris, en 987, Hugues Capet passe de duc, bon, j'ai rien pour imiter un duc, passe de duc à roi des Francs. Bon, en réalité, Hugues Capet ressemble plutôt à ça. Vous le reconnaissez ici avec une couronne et sa main de justice, qui sont deux attributs royaux parmi d'autres. Mais notre Hugues Capet, hein, s'il est élu roi de France par d'autres seigneurs, c'est surtout parce qu'il ne représente pas vraiment une réelle menace pour les autres seigneurs. C'est-à-dire que Hugues Capet règne sur ce qu'on appelle un domaine royal, qui est l'équivalent à peu près de sa seigneurie. Et ce domaine royal, il est extrêmement petit, d'accord. En gros, Hugues Capet règne sur un domaine royal qui va à peu près d'ici, de Beauvais, grosso modo, à Paris jusqu'à peu près Bourges. Voilà, donc c'est-à-dire ici. En gros, voilà la zone que contrôle Hugues Capet. C'est relativement peu par rapport à d'autres seigneurs qui vont, eux, posséder vraiment des seigneuries beaucoup plus grandes. Donc Hugues Capet, il est relativement faible parce qu'il n'exerce son pouvoir de roi que sur un tout petit territoire. Mais il faut dire que malgré la petitesse de son domaine royal, Hugues Capet, il possède quand même deux atouts qui vont faire vraiment la différence. Le premier de ces atouts, je l'ai déjà un petit peu évoqué, c'est déjà qu'il est roi, contrairement aux autres seigneurs qui, eux, n'ont pas le titre de roi. Et ce titre de roi, ça lui apporte énormément de prestige, un prestige que les autres seigneurs n'ont pas. Pour devenir roi, il est certes élu par d'autres seigneurs, mais il est également couronné. Il est couronné à Reims par l'archevêque de Reims, selon toute une cérémonie bien précise. Il reçoit lors de ce couronnement la couronne, vous avez bien compris. Il reçoit un sceptre, qui en général ne ressemble pas à un balai, mais voilà, ce sceptre c'est un long bâton qui symbolise le pouvoir. Il peut recevoir également d'autres attributs royaux, comme la main de justice qu'on a vu tout à l'heure. Et en plus, autre chose qui montre qu'il est roi par rapport aux autres seigneurs, c'est que lors de ce couronnement, il reçoit également ce qu'on appelle l'onction divine. L'onction divine, c'est-à-dire que l'archevêque de Reims lui met sur le front une huile sainte qui aurait appartenu à Clovis, etc. Et cette huile sainte, elle symbolise vraiment la supériorité du roi par rapport aux autres seigneurs, puisque le roi est au-dessus, au sommet de la pyramide vassalique. Le roi, a priori, ne peut être le vassal de personne, puisqu'il est au sommet de la hiérarchie. Et donc, le deuxième atout d'Hugues Capet et des premiers rois capétiens, c'est qu'en tant que roi, grâce à ce titre, Hugues Capet se retrouve au sommet de la pyramide vassalique, c'est-à-dire qu'il ne peut être le vassal de personne. Tous les autres seigneurs du royaume sont censés être ses vassaux, tout du moins en théorie. Je dis bien en théorie, puisque là on a clairement une contradiction qui est évidente, c'est que les premiers rois capétiens, Hugues Capet mais aussi ses descendants, ont le titre le plus prestigieux du royaume, ils ont le titre de roi, ils sont au-dessus des autres, mais pour autant on a vu que concrètement, dans la réalité, ils ne possèdent un pouvoir que sur un tout petit domaine royal, ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la carte, entre à peu près Beauvais et Bourges. Donc comment est-ce que c'est possible pour un roi d'avoir un titre mais de finalement pas pouvoir l'exercer ou de pouvoir l'exercer que sur une toute petite partie? D'autres seigneurs, on l'a déjà dit, sont beaucoup plus puissants que les premiers rois de France. Donc ça, ce sera clairement tout l'enjeu des rois capétiens qui vont succéder à Hugues Capet.
Et c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. On parlera d'un roi qui s'appelle Philippe Auguste. Et ce roi, Philippe Auguste, va être un de ceux qui va vraiment affirmer le pouvoir du roi de France par rapport aux autres seigneurs. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve très vite pour connaître la fabuleuse histoire de Philippe Auguste. À très vite.